Il est 19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Quand les avocats se mêlent de l'obligation de porter le masque pour se protéger du coronavirus, cela donne 2 recours en référé. Décision dans 2 jours. L'université déborde d'outils et de programmes innovants pour contourner l'obstacle de l'épidémie et les contraintes d'enseignement à distance qu'elle engendre. Vous allez voir cela dans un instant. Le président de l'université, Patrick Apolsini, nous dira aussi si les mauvais chiffres des résultats vont encore grossir en raison de la crise sanitaire. Une autre maladie qui fait peur, la maladie d'Alzheimer. Toujours plus de cas et toujours moins de personnes qualifiées pour aider les familles en souffrance. On en parle dans ce journal. Notre page politique, ce soir, à 5 jours des sénatoriales et du vote des grands électeurs. On donne la parole à Tevaro Fritsch et Lana Tetouanoui, les candidats de la majorité. Et puis au cœur du Fénois, vous emmène ce soir à Wapo, aux Marquises, où les citrons n'ont pas perdu leur bonne réputation. Ils se vendent bien et plus cher que les autres parce qu'ils sont bien meilleurs. Parole de connaisseurs. Mais d'abord, les mauvais chiffres du coronavirus qui a fait 2 nouvelles victimes aujourd'hui. Un habitant d'Aroué âgé de 77 ans et un autre de Punaouia. L'information a été confirmée en fin d'après-midi. Il s'agirait de 2 personnes qui étaient hospitalisées, 2 personnes âgées, ce qui porte à 4 le nombre total de victimes du coronavirus depuis le 15 juillet dernier, date de réouverture des frontières. 1332 cas de Covid ont été confirmés en 2 mois. Il ne reste plus, à l'heure où je vous parle, que 224 cas actifs. Le nombre de cas actifs qui diminue donc depuis la semaine dernière. Le virus qui a tué, je vous le rappelle, 4 personnes ce soir. Faut-il tomber le masque malgré tout? Un avocat continue de dénoncer les décisions des autorités. Souvenez-vous, il avait déjà réussi à faire suspendre le couvre-feu imposé par le gouvernement au mois de mai dernier. Il s'est fait un nom depuis le début de la crise et il continue. Cette fois, Thibault Millet s'attaque à l'obligation du port du masque permanente et il a déposé 2 recours en référé. Des mesures sanitaires décidées par l'État et le pays, vous le savez, pour protéger la population de l'épidémie, qu'il juge, lui, illégale. Sandroli, Patrick Tsensine. Le problème, selon Maître Millet, ce n'est pas le port du masque, mais les sanctions pénales qui sont attachées à ces obligations. Il y a aussi des questions très techniques et juridiques en termes de compétences partagées entre l'État français et la Polynésie sur la santé et sur la garantie des libertés publiques. Depuis le début de la crise, on rencontre des problèmes de compétences. Qui doit prendre des mesures? À chaque fois qu'on a un souci, un problème à régler, on a l'État et le pays qui, au même moment, prennent des textes qui sont parfois similaires, avec des petites différences. Et on voit bien que finalement, personne ne sait trop sur quel pied danser. L'OMS recommande le port du masque, alors qu'en Polynésie, il est obligatoire face à cette crise. L'avocat constate un flou qui crée une insécurité juridique et sanitaire. On ne nous dit pas quel genre de masque on doit porter, comment il faut le porter, est-ce qu'ils sont normés ces masques, quel type de masque on nous met à disposition aujourd'hui en Polynésie, avec quelles normes. Et donc ça crée une vraie difficulté. Si l'on considère que le port du masque est indispensable pour la protection de la santé, il doit être gratuit. Les citoyens y ont droit. De plus, 55% de la population polynésienne vit sous le seuil de pauvreté. Quant aux Polynésiens, ils restent mitigés sur la question de l'obligation ou de la recommandation. Peu importe, pour moi c'est important de porter le masque, que ça soit recommandé ou obligé, hein. C'est important, c'est très important. Pas forcément dans la voiture, tu vois, des trucs comme ça, c'est bon quoi. Mais dans la vie, c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent et beaucoup de touristes et c'est... Franchement, il faut porter le masque, il faut arrêter. Je suis prof de PS, donc dans l'enceinte de mon établissement, j'ai à le porter, en respect envers mes élèves et moi-même. Voilà, pour ce qui nous tourne autour. Maintenant, dans la rue, dans la mesure où on respecte les distanciations physiques, je me dois de rester en distance par rapport à mes prochains et je m'accorde le retrait du masque. Maître Thibault Millet a encore déposé 2 autres recours en fin de journée devant le tribunal administratif. Il concerne un arrêté du Conseil des ministres du mois d'août et un autre du haut-commissaire du mois de septembre sur l'obligation du port du masque. Oui, on connaîtra la décision du juge dans 48 heures. Donc, on reste au tribunal avec les affaires d'Ice en comparution immédiate. Cette fois, il s'agit d'un trafic entre Hawaï et Tahiti entre 2018 et 2019. Une affaire qui implique 3 personnes, 2 hommes et une femme. Les 2 individus déjà en détention provisoire restent en prison. Leur complice a été placée, elle, sous contrôle judiciaire, mais a pu rentrer chez elle. Le trafic concernait 400 grammes de méthamphétamine importée, écoulée entre Tahiti et Moorea.
Et demain, autre sujet sensible, les abus sexuels. Un témoin va parler à visage découvert demain matin dans l'invité café, Mahéata Baner, qui en a été victime et qui souhaite créer une association. Ce sera à 7h10 avec Ibrahim Ahmedazi. Aucun visage ne s'en passe à l'université, en tout cas pour l'instant. Je veux parler du masque anti-Covid. Les étudiants qui viennent physiquement dans les amphithéâtres le portent scrupuleusement. Les autres, je veux parler de ceux qui ne se déplacent pas, suivent les cours à distance grâce à des outils très perfectionnés, de la technologie haut de gamme pour des étudiants privilégiés. L'université de Polynésie compte parmi les rares de France à être aussi bien équipée. On voit ça avec James O et Jérôme Lee. Regardez. La thermodynamique, elle nous rend beaucoup de services. Elle permet notamment de convertir de la chaleur en travail mécanique. Suivre les cours à distance, c'est désormais possible pour certaines filières à l'Université de la Polynésie. Grâce à ce studio mobile, les enseignements sont scénarisés. 10 heures de cours sont mis en ligne quotidiennement. Une révolution numérique initiée bien avant la crise sanitaire. Je trouve que c'est une opportunité qu'on a vraiment su saisir et qui est au bénéfice des étudiants et au bénéfice de l'équité de l'enseignement, parce que maintenant, donc, quelle que soit la situation, on sera capable de faire face. Un cours, c'est une unité de temps, une unité de lieu. Tout le monde est dans la même classe au même moment. Et avec le Covid, tout le monde n'est pas là. Pour les étudiants qui n'auraient pas la chance de suivre les enseignements à distance, le port du masque est obligatoire dans tout le campus. Difficile cependant de faire respecter la distanciation physique en raison notamment de l'augmentation du nombre d'inscrits cette année, plus 20% selon l'administration. On a aussi vu nos effectifs de L2 et de L3 augmenter dans une mesure assez importante par rapport aux autres années et aussi en master. En master, on a eu plus de candidatures que d'habitude et on comprend que certains étudiants qui ont eu leur licence, qui auraient peut-être été en métropole pour faire leur master, sont restés ici. Résultat, des amphithéâtres bondés, mais contrairement à la métropole, aucune polémique n'a vu le jour sur les réseaux sociaux. Seul le port du masque pose souci aux étudiants polynésiens. C'est un peu compliqué. En fait, on a du mal à comprendre un peu ce que racontent les profs parce que vu qu'ils ont des masques, c'est pas très clair. Des fois, tu ne comprends pas. Et des fois, ça peut gêner dans la compréhension et du coup, c'est compliqué pour prendre des notes. Depuis 2003, l'Université de la Polynésie s'appuie sur la plateforme Espadon pour développer une pédagogie numérique. On y retrouve notamment des supports de cours, des travaux dirigés et pratiques et des modules de formation. Les étudiants, quant à eux, peuvent également rendre des devoirs, des quiz et des glossaires mis en ligne par les enseignants. Et pour parler de la gestion du Covid à l'université, nous recevons ce soir le président de l'Université de Polynésie, Patrick Capolsini. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On vient de le voir, l'université s'est organisée pour pallier le manque d'étudiants empêchés à cause du Covid. Vous avez mis en place tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent suivre des cours à distance. On a le sentiment finalement que le virus a ouvert d'autres horizons et qu'aujourd'hui, l'enseignement peut toucher plus de monde. Oui, c'est certain. En fait, ça a été un accélérateur, j'ai envie de dire, parce que c'était des choses qu'on avait en projet. On avait en projet de mettre un certain nombre de formations totalement à distance, d'autres de manière hybride, donc une partie des enseignements à distance, une partie en présentiel. Donc on avait ces projets-là, mais on avait étalé ces projets sur les 2-3 prochaines années. Et le Covid nous a forcé à avancer à marche forcée. Et 10 heures de cours à distance, c'est le bilan quotidien aujourd'hui dans votre université. Elle est l'une des seules de France, je le disais, à posséder un matériel aussi évolué. Comment vous avez fait pour l'avoir ? On avait un peu anticipé déjà, puisque c'est un matériel qu'on avait déjà en stock, pour certains qui étaient déjà utilisés depuis quelques temps. Et puis, on avait déjà en commande, en fait, plusieurs autres matériels. Donc, du coup, nos commandes sont passées avant la ruée des autres universités métropolitaines, puisqu'on avait déjà ces matériels en commande. Alors, vous le savez, les étudiants de certaines universités françaises se plaignent des amphithéâtres surchargés qui ne leur permettent pas de respecter la distanciation. Vous avez 15 à 20% d'étudiants supplémentaires depuis le début de l'année à cause du Covid et des inscriptions annulées, bien sûr, dans les universités françaises. Il y a eu des retours aussi, pas prévus, d'étudiants polynésiens. Impossible de respecter la distanciation dans de telles conditions, on ne peut pas. Non, bien sûr. Donc c'est pour ça que le masque est obligatoire partout et qu'on s'attache vraiment à faire respecter cette consigne. Et je dois dire que la consigne est vraiment très très bien respectée. À l'intérieur, il est rarissime que l'on trouve un étudiant sans masque. Donc voilà, on s'en félicite et tout le monde a vraiment une très très bonne
observance de cette règle. C'est rigoureux. On parle des sujets qui fâchent un peu. Les résultats de l'université ne sont pas fameux depuis 2016. Un taux de réussite d'à peine 14% en licence. Il est passé à 20% en 2018. L'université de Polynésie est toujours parmi les dernières de la classe en 2019. Je sais que vous dites que l'on ne peut pas comparer une université ultramarine à une université de l'Hexagone, mais on a le droit de s'inquiéter. Est-ce que le Covid ne va pas aggraver les mauvais chiffres, Patrick Capolsini ? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, on se le demande. Cette année, il y a eu quand même 96% de réussite au baccalauréat, donc beaucoup plus que les années précédentes. Donc un certain nombre d'étudiants ont eu leur baccalauréat, voilà, peut-être de manière un petit peu juste. Donc on pense que les résultats ne seront pas formidables. Néanmoins, on se donne beaucoup de mal, on les suit beaucoup, on les a intégrés, on en a intégré beaucoup dans des parcours adaptés, ce que l'on appelle les parcours adaptés, où ils sont très encadrés par des enseignants, mais aussi par des étudiants des années supérieures. Donc on essaie de faire au maximum pour les accompagner. Est-ce que les cours à distance ne peuvent pas engendrer plus d'abandon encore ? C'est normalement un étudiant sur 2 qui abandonne avant d'être en 2e année de licence. Oui. Alors on essaie au maximum de faire les cours à distance plutôt sur les 2e et 3e années et d'épargner les premières années parce qu'on sait qu'effectivement les premières années, c'est là où on a un maximum d'évaporation et donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait un maximum de présence sur site. Ça nous permet de les garder un peu plus longtemps, j'ai envie de dire. Patrick Capolsini, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions Avec ce plaisir. soir. Et on en profite pour ensemble se rappeler quels sont les bons gestes du moment. Le port du masque, bien sûr, et la distanciation. Ne vous embrassez plus, ne vous serrez plus la main. Et lavez-vous régulièrement les mains surtout. Ce chiffre à présent, 429 personnes seraient atteintes de la maladie d'Alzheimer en Polynésie selon le recensement officiel. Ce qui veut dire que plus de 400 familles vivent la cruauté de la perte de mémoire et de la dégénérescence au quotidien. L'association Polynésie Alzheimer compte moins de 50 aidants de son côté. Du coup, les familles sont peu informées, pas assez formées et quasiment pas soutenues. Elles le disent pourtant, un proche atteint d'Alzheimer est très compliqué à gérer. Brigitte Olivier, Hirotero-Rotua. Cette jeune femme au regard décidé n'est aujourd'hui plus tout à fait la même. Et ce n'est pas seulement le poids des années qui affecte Yu Young, dite Juliette, mais l'arrivée d'un mal dévastateur qui se nomme Alzheimer. Âgée de 92 ans, Juliette n'est plus là. Elle se déplace, peut encore effectuer sa toilette, mais il lui faut une présence H24 et cette présence, c'est sa fille qui l'assure. Alors Thérèse a une vie entre parenthèses, pas de vraies vacances, pas de vrais loisirs, pas d'existence personnelle. Elle consacre tout son temps à sa mère et ne peut compter que sur son frère pour ses sorties indispensables. Vous êtes partagé entre plusieurs sentiments. C'est votre maman, elle est malade et en même temps vous pouvez rien faire d'autre. Ouais, voilà, c'est la maladie, elle est là, elle est déclarée, c'est jusqu'à la fin quoi, de sa vie. Et voilà, elle est venue dans notre famille. C'est vrai que ça a chamboulé au niveau de notre quotidien. Hein. Thérèse a donc tout organisé autour des besoins de Juliette, déclarée atteinte de la maladie il y a 9 ans. Elle loue des chambres à l'étage de sa maison, s'est installée un atelier de couture et passe ses nuits à surveiller une vieille dame qui n'a plus la notion du temps. C'est lourd quand c'est surtout dans la nuit, quand elle se lève plusieurs fois dans la nuit. Et puis quand elle dit qu'elle n'a pas mangé, alors qu'elle a mangé. Et là, voilà, ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup dormi, pas très peu dormi. La présidente de l'association Polynésie Alzheimer essaie de recenser tous les aidants qui, comme Thérèse, sacrifient toute leur vie. Mais ce n'est pas simple, peu d'aidants appellent au secours et pourtant, l'association a des projets pour les aider, tant pour proposer des formations aux soins que pour envisager des alternatives pour leur permettre de souffler et de se faire remplacer. Ça permet aussi à l'aidant d'avoir un temps de répit. Parce que si 24 heures sur 24, elle est avec un malade, elle se fatigue et on a moins de patience. Et si de temps en temps on prend un temps de répit, après on est plus apte à s'occuper de notre malade. Car il est question de cela aussi. Trop de silence et de souffrance aboutissent parfois à des formes de maltraitance. Et c'est pour cette raison que le chiffre de 44 adhérents doit augmenter au plus vite pour une meilleure prise en charge des aidants comme des malades. Oui, l'association reste à votre disposition pour vous conseiller si vous avez besoin d'aide.
C'est l'heure de notre page spéciale sénatoriale. 728 grands électeurs voteront dimanche pour élire les 2 nouveaux sénateurs de Polynésie et leurs suppléants. Au total, 13 candidats, dont des candidats sortants. Chaque soir jusqu'à dimanche, jusqu'à samedi, nous vous proposons d'écouter les candidats en lice. Ce soir, vous allez entendre les candidats de la majorité, Tevaro Fritsch et Lana Tetuanui. On voit ça avec Lucille Guichet-Tirao et Patita Savea. Regardez. C'est la dernière mairie de leur campagne pour l'élection sénatoriale et pas des moindres, Paea. Avec un conseil municipal majoritairement Tahuera et Tavini, les 2 candidats Tapura devront convaincre les grands électeurs de cette commune. Élue en 2015, Lana Tetuanui brigue ici son 2e mandat. Pour ne citer que le sujet de nos victimes, de nos malades victimes des essais nucléaires, quelques améliorations encore à faire au niveau du CGCT, le fameux Code général de collectivités territoriales qui régissent toutes les communes de Polynésie, réformer aussi le statut des fonctionnaires publics communaux. À ses côtés, cette fois, l'ancien vice-président tente pour la première fois les sénatoriales. Tevaro Fritsch bénéficie du solide soutien du Tapura, dont la majorité des grands électeurs sont issus. Mais pour lui, rien n'est joué d'avance pour autant. Que cette citoyenneté française qui est la nôtre et dont nous sommes fiers doit aussi ouvrir des droits comme partout, comme des devoirs, mais aussi faire entendre la différence, puisque ce statut d'autonomie nous donne une identité, j'ai envie de dire une personnalité au sein de la République, et ça aussi on doit l'entendre à Paris. Lana Tetuanui siège au Sénat avec l'Union centriste. Pas toujours facile de faire entendre la voix de la Polynésie au milieu de 348 sénateurs. Nous venons d'entrer dans une période de crise. Bien sûr, il sera surtout question de finances. Financement aussi bien pour le pays et aussi bien pour les communes, parce que les deux vont de pair. Si les finances du pays iront mal, bien sûr que l'impact sera aussi négatif pour les communes. Dimanche 27 septembre, les 2 sénateurs polynésiens seront élus pour 6 ans. 13 candidats au total sont en lice. Je vous rappelle que les grands électeurs qui vont voter dimanche sont les parlementaires, les représentants de l'Assemblée et les conseillers municipaux. Donc, autre scrutin très attendu en Calédonie cette fois, pour ou contre l'indépendance. Plus de 170 000 électeurs sont inscrits et vont se prononcer dans 2 semaines. En attendant, les débats se multiplient dans les classes de lycée, comme ici avec les terminales du lycée du Grand Nouméa qui ont planché sur les conséquences qui découleraient d'un oui ou d'un non à l'indépendance, histoire de bien comprendre les enjeux du scrutin. Reportage Lydie Carboni et Laura Chintou. La double nationalité, comme nous on est en français, on est né ici et on a eu la nationalité française, on la gardera celle-là. Droits de l'homme, justice, santé ou économie. Pendant près d'1 heure, ces élèves de terminale du lycée du Grand Nouméa décortiquent les enjeux pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Comment la justice sera-t-elle organisée en cas d'indépendance? Quelle monnaie aura-t-on? Ce sont autant de questions que se posent ces lycéens à l'approche du référendum du 4 octobre 2020. Je me posais beaucoup de questions face à l'avenir du pays où j'ai grandi et où ma famille est depuis plus de 150 ans. Donc ouais, forcément, ça fait beaucoup en fait de se dire qu'on a 18 ans, on peut voter, on peut décider de l'avenir de notre pays. D'un côté, je comprends les indépendantistes face à leurs désirs et leurs besoins d'être reconnus, mais d'un autre côté, je pense aussi à l'avenir et aux possibilités qui nous seront peut-être retirées face à l'indépendance. L'université de la Calédonie sera-t-elle toujours reconnue? Un jeune pourra-t-il toujours continuer à aller se former en France, etc. Vous en pensez quoi? Parmi les grands thèmes du débat, celui de l'éducation. Un thème qui semble particulièrement toucher ces lycéens pour qui l'échéance du baccalauréat est aussi dans toutes les têtes cette année. On est perdu et puis on ne sait pas quoi penser parce qu'on ne sait pas, on s'attend à quoi. Mes inquiétudes, c'est par rapport aux études. Est-ce qu'on va vraiment continuer avec notre bac, est-ce qu'il sera reconnu ou pas? Au niveau économique du pays, comment on va se dérouler, parce que ça va permettre à mon futur, à moi et aux autres de bien se développer ou pas. Et du coup, franchement, je suis perdu par rapport à tout ça, parce qu'en même temps, il y a aussi le bac qui arrive. Du coup, il y a la pression une fois du bac et du référendum. Je ne sais pas comment me placer par rapport à cela. Pour préparer ce débat, les élèves ont étudié les programmes de propagande des 6 formations politiques locales.
L'objectif recherché ici n'est pas de connaître le vote de chacun, mais bien d'avoir des éléments de compréhension pour que tous puissent se forger leur propre opinion. Dans cette classe de terminale S, il y a un tiers des élèves qui voteront pour la première fois le dimanche 4 octobre. Donc c'est aussi important pour ces élèves de verbaliser la parole, de s'interroger, d'apporter des réponses ou parfois pas de réponses, mais en tout cas de leur permettre de partager leur opinion, leurs inquiétudes avant le dimanche 4 octobre. En clôture du débat, le professeur d'histoire-géographie a tenu à rappeler que tout reste à faire, peu importe le résultat du référendum, et que l'avenir du pays se crée, je cite, tous ensemble. Et c'est bientôt puisque le référendum se tiendra le 4 octobre prochain. 56% des votants ont dit non à l'indépendance en 2018. Et dans le cadre de notre rubrique Évasion et découverte des communes, Au cœur du Fénois vous emmène ce soir à Wapo, aux Marquises. Vous allez faire la connaissance avec des producteurs de citron. La cueillette a lieu avant l'arrivée des navires Taporo ou Aranui, l'objectif étant bien sûr que les bateaux repartent avec le fruit de la récolte. On part à Wapo, dans la vallée de Hakatao, avec notre correspondant Lionel Tehamoana. Dans la vallée de Hakatao, Gustave et son fils Yves sont des agriculteurs reconnus. Comme d'habitude, ils se sont levés aux aurores pour rejoindre leur fa'apu afin de profiter de la fraîcheur matinale. Leur objectif est d'exporter le fruit de leur récolte vers Tahiti. L'activité familiale est maintenant bien rodée et lors des cueillettes, le protocole est suivi à la lettre pour ne pas endommager les citrons. Les clients évitent de prendre ce type de citron au risque que le prix du kilo soit au plus bas, contrairement au citron vert où le prix du kilo est plus élevé. Une fois la cueillette terminée, il est temps de rentrer à la maison pour la dernière étape. Nous sommes en train de nettoyer et de trier les citrons. Ensuite, il faudra mettre le tout dans des sacs et les peser. Demain, nous les déposerons sur la Aranui pour envoyer à Tahiti. Crise sanitaire ou pas, les citrons des Marquises sont reconnus pour leur jus de qualité. Une valeur sûre pour les familles dans cette activité. En citronnade ou en poisson cru, le citron made in Marquise reste un plaisir pour les papilles. Oui, c'est vrai. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. 2 nouvelles victimes du coronavirus, dont un habitant d'Aroué de 77 ans, ce qui porte à 4 le nombre de morts du Covid en Polynésie. Ce soir, 1332 personnes ont contracté la maladie depuis 2 mois. Et puis n'oubliez pas, si vous avez des doutes, que vous toussez, que vous avez de la fièvre, des maux de tête ou une perte d'appétit, appelez le 40 45 50 00 ou le 15. Les professionnels de santé sont là pour vous aider. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être là chaque soir. Tout de suite, votre magazine Bleu Océan. Excellente soirée, à demain. Restez optimistes. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.